La vidéo d'aujourd'hui s'adresse absolument à tout le monde, que tu sois parent, enfant, marié, célibataire, que tu vives dans une grande famille, que tu vives seul, quel que soit ton genre, quel que soit ton âge, quel que soit l'endroit d'où tu regardes cette vidéo, ça concerne vraiment tout le monde et c'est un sujet dont on doit parler plus parce qu'on a tendance aujourd'hui à se dire que c'est un débat dépassé, il n'y a plus besoin de parler de ça, ce n'est plus d'actualité alors que c'est complètement faux et donc j'ai vraiment très envie que juste on parle plus de ça et qu'on prenne au sérieux l'importance que c'est que de parler du travail domestique. Dans la description, tu vas trouver une playlist avec toutes les vidéos de ma chaîne qui abordent les thématiques autour du sexisme, des LGBT-phobies et autres, donc je te laisserai y jeter un coup d'œil si à un moment tu te sens largué, tu sais pas de quoi je parle, tu as des trucs qui t'échappent, va regarder dans cette playlist s'il n'y a pas la réponse aux questions potentielles que tu peux te poser et reviens peut-être ensuite regarder cette vidéo pour mieux la comprendre. Mais voilà, sache que c'est là, c'est pas évidemment hyper exhaustif et tu peux aussi faire tes recherches par toi-même parce que moi là dans ce genre de vidéo, je suis pas là pour faire un exposé scientifique, je suis pas en train de faire une thèse, un doctorat ou je sais pas quoi. Je vais te parler comme je parle à n'importe qui d'autre, comme j'aurais pu parler à un ami ou une personne de ma famille d'un sujet qui me paraît important. Donc ça va être assez vulgarisé, ça va être assez global, assez superficiel, mais dans la description tu vas trouver de la rigueur, tu vas trouver des informations scientifique parce que c'est hyper important, n'est-ce pas? À chaque fois qu'on parle de ça, il y a l'argument de « t'as pas de sources scientifiques ?» Bah si, il y en a plein. Donc si tu veux, regarde dans la description, il y a des textes, des articles, des vidéos, tout ce que tu veux, des noms d'auteurs qui vont être utiles à comprendre cette problématique. Et donc c'est là qu'on va trouver l'information bien pure et dure comme on les aime. Donc les chiffres, les stats, les études, les enquêtes, tout ce que tu veux, ce sera là-dessous. On va commencer cette vidéo en parlant des qualités essentialisantes que l'on a attribuées aux hommes et aux femmes dans à peu près toutes les cultures, et ce depuis extrêmement longtemps. Parce que si on observe la société dans sa globalité, c'est-à-dire à l'échelle internationale et aussi historique, c'est-à-dire sur la durée de notre passé, on se rend compte que dans énormissimement de cas, pour pas dire tous, les sociétés ont tendance à classifier les hommes et les femmes en fonction de qualités qu'ils auraient de façon intrinsèque et naturel. Évidemment, aujourd'hui, selon la société dans laquelle tu vis, c'est possible que ça a évolué et que maintenant ce soit plus aussi ancré, mais cette histoire que l'on a et ce phénomène qui a existé pendant si longtemps a encore énormément de répercussions aujourd'hui. Si on se penche sur les qualités qui ont été associées aux femmes, on va retrouver énormément de qualités de l'ordre de l'émotionnel, du maternage, de la sensibilité, mais aussi de l'irrationalité, du manque d'intelligence, de la passivité et de la soumission. Alors que si on se penche sur les qualités qu'on associe aux hommes, on va plutôt trouver des choses du style dynamisme, agressif, violent, contrôlant, dominant, rationnel, technique, et puis juste scientifique, quoi, parce qu'on a très souvent associé les hommes à la vraie science et les femmes au domaine voilà, purement individuel et émotionnel. Et donc ces qualités-là ont des répercussions massives dans notre histoire et ça dans toutes les cultures. À partir de cette réflexion-là, quand on se rend compte qu'il y a justement ces qualités qui régissent énormément de choses dans notre société, on peut en tirer deux principes. Déjà, cette division des qualités entraîne un principe de séparation, de fait, puisqu'on est en train de dire les hommes c'est comme ça, les femmes c'est comme ça, c'est naturel, c'est dans la nature, c'est dans la biologie, ils sont nés comme ça, point barre. Déjà, ça va créer une séparation entre les deux genres. Mais le deuxième principe qui vient se rajouter à ce premier principe de séparation, c'est celui de la hiérarchisation. Dans cette société dans laquelle on vit, d'un point de vue politique, économique, tout ce que tu veux, les qualités associées aux hommes sont des qualités qui sont valorisées socialement. Alors évidemment, on peut valoriser les femmes pour leurs qualités dites de femmes, de maternage, d'éducation, de ménage, de tout ce que tu veux, en se disant oui c'est bien, tu es une femme et tu vas être valorisée par le fait que tu fais des activités de femme, que tu penses comme une femme, que tu ressens les choses comme une femme. Donc oui, on peut valoriser les femmes pour les encourager à aller dans ce sens-là. Mais d'un point de vue global, d'un point de vue surtout économique, ce sont les qualités associées aux hommes qui sont valorisées, puisque dans notre joli système capitaliste, qu'est-ce qui est plus valorisé que le fait de faire de l'argent? Évidemment que le fait de faire un métier, de travailler, de gagner de l'argent, de sortir de sa classe, d'avoir une mobilité ascendante, c'est vu socialement
comme une réussite. Par contre, si on fait partie des personnes qui ne créent pas de l'argent, qui ne créent pas de plus-value, de surplus économique et qui n'est pas dans une progression financière, eh ben, on va pas voir ça du même œil. On sait que c'est nécessaire, hein. On sait très bien que c'est nécessaire qu'il y ait des femmes qui restent à la maison, qui s'occupent des enfants, qui fassent le ménage, qui fassent à manger, les lessives, etc. Mais, socialement, c'est pas ça qu'on va encourager, puisque si un homme faisait ça, on lui dirait mais ça va ou bien? Mais comment ça, tu veux mettre de côté ta carrière? Tu veux pas avoir une prime? Tu veux pas changer comment tu dis ça, de grade dans ton entreprise? Tu veux pas avoir des postes à responsabilité? Tu veux rester à la maison et ne pas faire d'argent? Non mais c'est quoi cette histoire? Alors oui, c'est très caricaturé, mais en réalité, on ne peut pas nier le fait que produire de la thune et participer à l'économie, c'est valoriser socialement. La preuve en est toutes les discriminations que subissent les personnes qui justement ne peuvent pas être dans cette dynamique-là ou qui ne veulent pas, tous ces insultes qu'on a envers les personnes qui sont limitées, les chômeurs, ou même, bah voilà, typiquement, des gens qui décident de faire un travail qui n'est pas rémunéré, qui est le travail domestique. Puisque on va trouver ça normal chez une femme, parce qu'on se dit oui, bah bon, c'est normal, c'est une future mère, c'est logique qu'elle ait envie de faire ça, mais si c'est un homme qui fait ça, comme je l'ai dit, on le verra du mauvais œil. Donc ces deux principes de séparation et de hiérarchisation, forcément, entraînent la division aussi de l'espace social. Je m'explique. Comme on va partir du principe qu'il y a ces deux groupes bien distincts, qu'ils sont séparés et qu'ils sont hiérarchisés, évidemment, leurs qualités ne vont pas s'exprimer dans les mêmes espaces, puisque l'espace public, c'est-à-dire l'espace dans lequel se passent les transactions économiques, dans lequel s'exerce une grande majorité des différents métiers existants, là où il y a de la circulation, là où il y a des échanges, etc., etc., c'est un espace qui est plus compatible avec les qualités qu'on a associées aux hommes pendant longtemps, c'est-à-dire les qualités d'activité, de dynamique, de connaissance, de savoir et de capacité, alors que l'espace privé et domestique, c'est un espace qui est plus compatible avec les qualités qu'on associe aux femmes, puisque l'espace privé, c'est l'espace dans lequel on va éduquer les enfants, prendre soin d'eux, entretenir la maison, entretenir l'intimité, le domaine émotionnel, l'affect, tout ça. Et donc forcément, ces qualités qu'on attribue aux différentes personnes va influencer l'assignation qu'elles vont avoir dans l'espace social. Évidemment que si on a un petit garçon, on va peut-être moins l'inciter à devenir père au foyer dans le futur, on va plus lui dire deviens astronaute, deviens banquier, deviens je sais pas quoi, va dans le monde extérieur. Et c'est pareil si on réfléchit en termes de voyage, on encourage beaucoup plus facilement des jeunes garçons, des jeunes hommes à partir en voyage, alors que les filles, on aura tendance à leur dire mais non, tu es mieux chez toi, enferme-toi à la maison, occupe-toi de ton petit mari, de tes petits enfants, de tes petits animaux, de ton petit appartement. Et il y a cette tendance justement à inciter les personnes à rester confinées dans un espace ou un autre. C'est ce qu'on appelle la création des sphères publiques et privées. Il y a des sphères dans lesquelles on va trouver majoritairement des femmes et d'autres sphères dans lesquelles on va trouver majoritairement des hommes. Si tu regardes la proportion des personnes qui travaillent chez elles, qui font du travail domestique, c'est-à-dire dans le foyer, tu vas trouver une écrasante majorité de femmes. Et si par contre tu regardes l'espace public, tu vas te rendre compte que notamment dans des postes de responsabilité, dans les milieux dans lesquels on prend des grandes décisions, dans lesquels il se passe des trucs importants à l'échelle d'un pays par exemple ou même d'une région, eh ben, tu vas trouver une écrasante majorité d'hommes, même si, je le sais, c'est en train gentiment de progresser, mais la tendance reste quand même assez flagrante. Forcément, la création de ces deux sphères et l'occupation par les différents genres de ces deux sphères crée une division sexuée du travail, c'est-à-dire que on va partir du principe qu'il y a une forme de travail qui est réservée aux hommes et que les femmes vont faire d'autres activités puisqu'on ne considère même pas que ce qu'elles font dans le foyer, c'est un travail. Cette division du travail, c'est-à-dire la vision comme quoi l'homme va faire de la thune en faisant, je sais pas moi, maçon, boulanger, travailler au chantier, peu importe, et que pendant ce temps sa femme reste à la maison et s'occupe du foyer, des enfants et de son mari au passage, eh ben c'est ce qui permet de faire que la société soit stable et harmonieuse. On a besoin que ce soit comme ça pour que tout reste bien à sa petite place et puis qu'on progresse à l'échelle d'un pays. Et ça c'était encore très présent il n'y a pas si longtemps que ça. Si tu regardes un petit peu les publicités qu'il y avait même dans les années
même dans les années 30-40, c'est pas si loin que ça, on valorise énormément le fait que les femmes soient dans le ménage, on va leur proposer des appareils qui vont faciliter leur quotidien, parce que ces aspirateurs géniaux vont leur permettre de gagner du temps, et ces machines à laver vont laver leurs habits beaucoup mieux, et puis ça, ce qui est très bien, hein, soyons honnêtes, moi je suis bien contente d'avoir des aspirateurs, une machine à laver, etc. Mais le fait que l'on associe autant les femmes à cette dimension-là, et que justement on les invite à être plus dans cette dynamique de foyer, alors que c'est pas du tout ce qu'on va valoriser chez des hommes, et bah forcément ça crée des représentations et des normes sociales qui vont être reproduites. Puisque c'est à travers l'institution de la famille que l'on va valoriser cette dichotomie des deux sphères. Papa va gagner l'argent dehors, maman reste à la maison et s'occupe de faire que tout se passe bien à la maison. Et maman n'a pas besoin de travailler parce que papa lui donne l'argent. Et ça implique énormément de soucis. En fait, ça, c'est juste la suite logique de la soi-disant complémentarité naturelle qu'il y aurait entre les hommes et les femmes, puisque la biologie explique le social, c'est bien connu, et donc forcément, ça doit régir le reste de nos activités sociales, alors que c'est plus compliqué que ça. Si tu regardes dans le livre Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, à un moment, elle explique qu'il y a quand même des gens, des scientifiques, je sais plus qui, mais tu iras lire Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, il y a des gens qui ont théorisé le fait que si la femme est passive et doit rester au foyer, c'est parce que son appareil reproducteur est fait pour recevoir en elle, à l'intérieur d'elle, la semence masculine, et donc comme sa manière de procréer, c'est-à-dire de créer la vie en elle, est à l'intérieur d'elle, dans cette notion d'espace intime, et ben ça justifie le fait qu'après, dans la vie de tous les jours, elle soit dans cette logique d'intimité et de renfermement. Alors que la semence masculine, elle sort du corps de l'homme, elle est active, elle va en dehors de son corps, comme s'il allait conquérir des terres à coloniser, si on fait un parallèle avec cet autre sujet, mais c'est important de le faire. Donc, il y aurait du coup une incidence du fait que les spermatozoïdes sortent du corps de l'homme et vont dans le corps de la femme, et donc ça explique pourquoi les hommes ont plus cette tendance à être dans l'extérieur, dans l'activité, dans le dynamisme. La femme est là, elle est passive, elle attend que l'ovule soit fécondé, et le spermatozoïde de l'homme, lui, il combat, il va à l'aventure, et donc c'est ce qui explique ses qualités naturelles chez les hommes et les femmes, et c'est vraiment des trucs qui ont existé, qui ont été transmis à travers l'éducation, sur lesquels on a vraiment reposé énormément de principes sociaux, et qui encore aujourd'hui mène une belle petite vie tranquille, puisque malheureusement c'est loin d'être un raisonnement que l'on a complètement aboli. D'ailleurs, si on s'attarde un petit peu sur ce qui était communiqué dans les médias dans les périodes d'après-guerre, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale, on se rend compte qu'il y a vraiment une propagande de la famille où on incite les gens à se marier, à faire des enfants, on incite justement les femmes à s'occuper du foyer, les hommes à faire le vrai travail rémunéré. Et dans cette logique-là, on va représenter un modèle parfait de ce que c'est que la réussite sociale, et on va inciter les gens à aller dans le sens de ce modèle. Et toute personne qui sortirait de ce modèle extrêmement familio-centré et extrêmement patriarcal aussi, puisque c'est un modèle dans lequel c'est l'homme qui va avoir le pouvoir décisionnel sur à peu près tout ce qui se passe, et que la femme est là pour maintenir l'équilibre à l'intérieur du foyer, et toute personne qui sort de ce modèle-là va être critiquée, marginalisée, même persécutée. Et c'est même un truc qui se ressentait déjà avant cette période de Deuxième Guerre. Mais c'est juste que là, je mentionne cette période de l'après-guerre, parce que on peut retrouver des ressources, on peut trouver même encore des spots publicitaires, des magazines et tout de cette période-là, qui sont disponibles et qui montrent vraiment qu'il y a cette logique, quoi, ce truc où on se dit il faut que dans la famille ça se passe comme ça, et c'est ça qui va faire que la société marche bien. Mais le gros problème là-dedans, c'est le suivant, c'est que le travail que va avoir le papa dans la famille est rémunéré et donc valorisé socialement, même si, je te l'accorde, il y a plein d'hommes qui font des métiers qui sont absolument pénibles, atroces, dangereux, tout ce que tu veux. Ça n'empêche pas le fait que socialement c'est valorisé d'un point de vue économique. Même s'ils ne gagnent pas beaucoup, tant qu'ils gagnent quelque chose, c'est quand même plus valorisé que s'ils ne gagnaient rien du tout. Alors que le travail que les femmes font dans le foyer,
Déjà de 1, c'est pas considéré comme du travail puisque ce serait des activités innées et naturelles de mère. C'est pas un effort qu'elle fait la mère quand elle s'occupe de ses enfants. C'est pas un effort qu'elle fait quand elle lave le linge sale. C'est pas un effort qu'elle fait quand elle fait la cuisine ou le ménage. Non, puisque c'est naturel, c'est une femme, elle devrait avoir ça dans le sang. Et ce travail-là, comme je l'ai dit, n'est pas considéré comme du travail, mais en plus de ça, n'est pas rémunéré. Ça veut dire qu'en fait, ça fait des années, pour pas dire des décennies, voire même peut-être, j'imagine, des centaines d'années, que les femmes travaillent gratuitement à l'intérieur de chez elles et parfois même les deux. Parfois, il y a des femmes qui travaillent aussi à l'extérieur de chez elles. Je pense par exemple à une fermière qui va aussi se coltiner tout le boulot à l'intérieur de la maison, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui sont juste au foyer qui font du travail domestique, mais il y a aussi les femmes qui sont actives à l'extérieur du foyer qui doivent se taper ce travail domestique, puisque, et c'est bien connu, le travail domestique, ça concerne plus les femmes qui seraient naturellement plus aptes à la propreté, naturellement plus rigides sur le ménage, etc., parce que ça fait partie de leur nature. Donc on a ce problème entre travail rémunéré et travail non rémunéré, et parfois double travail pour certaines, qui fait que ça a des réelles conséquences sociales sur une grande partie de la population, pour pas dire toute la population, puisque tout le monde, comme je l'ai dit au début de la vidéo, est concerné de près ou de loin par ce schéma social. Dans le siècle dernier, en Suisse, on a vu émerger 2 mouvements qui ont apporté le sujet sur la table et qui ont commencé à s'interroger sur justement ce travail domestique gratuit. Le premier, donc le mouvement féminin traditionnel, visait à valoriser les activités féminines. Donc c'était pas du tout un mouvement qui était dans une logique de remettre en question la notion même de genre, qui reste aussi dans ses critères essentialistes, qui partent du principe qu'il y a une essence féminine, qu'il y a une essence masculine, mais ce qu'elles font, c'est qu'elles veulent qu'on valorise le travail des femmes et que l'on considère que ce qu'elles font, c'est du travail. Parce que, si tu en doutais encore aujourd'hui, faire du travail domestique, en fait, c'est tout aussi pesant, si pas plus, que d'avoir un travail à l'extérieur. Pour que tu aies une idée de ce que ça représente en termes de marché et d'économie, imagine une seule seconde que chez toi, on doive payer quelqu'un pour faire le ménage, pour faire à manger, pour faire la vaisselle, pour faire la lessive, pour éduquer tes enfants, pour les emmener à gauche à droite, donc travailler comme un chauffeur, pour faire l'administration, les factures, les choses à payer, etc. etc. Imagine tout ce que ça implique que de devoir payer des gens pour faire toutes ces activités et fais le calcul de combien ça te coûterait au quotidien de devoir payer des gens pour faire ça. Sauf que là, ça nous arrange bien, il y a les mamans qui font ça gratuitement et en plus de ça, de bon cœur. Donc oui, ce que font les femmes à l'intérieur d'un foyer, c'est du travail. Et c'est du travail qui n'a pas de fin. Une mère au foyer, elle peut pas se dire « je prends des vacances et je fais comme si vous n'existiez plus ». Elle ne peut pas faire ça parce qu'un enfant, tu peux pas le mettre en veille, parce que ton appartement, tu peux pas faire en sorte qu'il arrête de se salir, parce que ta vaisselle, tu peux pas faire en sorte qu'elle arrête de s'accumuler par magie. En fait, c'est un travail continu. À moins de juste partir, s'enlever de sa famille, partir en vacances seul et être loin de tout ça, il n'y a pas moyen de mettre pause en fait dans ce boulot quand en fait c'est que nous qui l'avons sur le dos. Donc c'est un travail pénible, gratuit et qui en plus de ça n'a aucune valeur économique en termes de valorisation sociale. Du coup, les mouvements féminins traditionnels, eux, ils remettaient pas en question ces qualités essentialisantes. Ils se disaient pas ouais, c'est quand même bizarre, pourquoi c'est à nous de se taper ce boulot et tout. Non, enfin, partaient du principe que voilà, c'était naturel de le faire, mais qu'il fallait qu'on reconnaisse l'effort qu'elles faisaient et qu'il fallait qu'on les aide en fait à pouvoir subvenir à leurs propres besoins, même en faisant ce travail-là. Mais c'est là qu'interviennent les mouvements féministes radicaux qui sont arrivés pour dire que le travail domestique gratuit, c'est la base de l'exploitation patriarcale. C'est la base de l'oppression des femmes. Puisque le travail domestique gratuit, c'est une forme d'économie familiale. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, s'il fallait payer des gens pour faire tout ce que fait une maman au foyer, on devrait dépenser beaucoup d'argent. Du coup, on économise de l'argent quand on a quelqu'un qui fait ça gratuitement pour nous. Mais ça fait que du coup, y a une dépendance qui se crée entre la femme qui travaille au foyer et l'homme qui va aller travailler à l'extérieur, puisque cette femme qui bosse mais qui n'a pas d'argent pour ce qu'elle fait, va être complètement dépendante de son mari. Alors, parce que tu pourrais me dire, oui, ok, elle n'est pas rémunérée pour son travail, mais en attendant, il y a son mari qui subvient à tous ses besoins. C'est pas un problème. C'est un problème, parce qu'en fait, ça la rend complètement dépendante de cet homme-là. Si cette femme décide de divorcer, si elle subit des violences, si elle subit des agressions, elle ne pourra pas partir parce qu'économiquement, elle dépend complètement de son mari. Donc ça veut dire que les deux travaillent, parce que les deux travaillent, mais il y en a un qui gagne de la thune et l'autre pas.
et sous prétexte que l'autre gagne assez de thunes pour les deux, on ne doit pas remettre en question le schéma. Mais en fait si, parce que ça crée une précarisation aussi des femmes. Une femme qui va vouloir se séparer de son mari pour X ou Y raison, déjà de 1, elle n'a pas eu forcément toujours le droit de le faire, si tu regardes l'histoire même de la juridiction suisse, pendant un certain moment, tu as dû carrément prouver, tu devais justifier pourquoi il fallait que tu quittes ton mari, et si on estimait que c'était pas des bonnes raisons, on te permet pas de divorcer, et dans la loi, c'était écrit que si tu étais marié avec quelqu'un, il fallait que tu vives dans le même domicile que cette personne. Donc il y avait vraiment plein de barrières juridiques et législatives qui font que c'était pas facile de juste casser un mariage comme ça. Donc déjà, il y a le fait que si elle veut partir, déjà c'est pas dit qu'elle puisse le faire. Si en plus de ça, elle arrive à partir, comment elle fait pour trouver du travail rémunéré? Parce que si elle dit que pendant 20 ans, elle s'est occupée de sa maison, il n'y a personne à un entretien d'embauche qui va estimer que les compétences qu'elle a à l'intérieur d'une maison, ça va être des compétences qu'elle peut avoir dans une entreprise. Parce que tu peux pas faire un CV en disant oui, du coup, 20 ans de travail domestique, a acquis des compétences en repassage, en lessive, etc. Alors, c'est pas pour dire qu'on n'a pas vraiment des compétences. Je suis en train de dire que juste socialement, ça n'a aucune valeur. Les gens s'en foutent, en fait, des compétences que tu as quand tu es mère au foyer. Donc, il y a déjà le problème de trouver un emploi. En plus de ça, t'as pas de patrimoine, t'as pas d'économie, puisque l'argent c'est ton mari en fait qui le gère. Donc comment tu fais pour trouver un nouveau logement? Comment tu fais pour subvenir à tes besoins? Tu dépends encore de ton mari, et puis du coup ça crée une domination économique qui est quand même assez indésirable. Il y a aussi le fait que tu vas pas pouvoir toucher de chômage toi, parce que le travail que t'as fait, à quel moment tu as cotisé pour quoi que ce soit? Alors oui, il y a sûrement des systèmes d'assurance sociale pour les femmes qui se retrouvent seules, etc. Mais c'est quand même hyper précaire. Et c'est pas comme si tu étais un mec qui avait travaillé pendant 15 ans, qui se retrouve au chômage et qui a une situation, certes, qui laisse à désirer, mais qui reste quand même meilleure que celle de la meuf qui n'a fait que du travail domestique toute sa vie et qui se retrouve à devoir être aidée financièrement, ce qui n'est pas une honte, on est d'accord, mais qui reste être une situation bien moins désirable que le mec qui se retrouve au chômage. Donc ça impacte la situation économique des femmes, et si maintenant on élargit à une vision peut-être un peu plus contemporaine des choses, même si aujourd'hui énormément de femmes travaillent aussi dans l'espace public, le fait que sociologiquement on ait encore ces tendances à cause des normes de genre à se dire que le travail ménager c'est plutôt les femmes qui doivent s'en occuper. La preuve en est qu'en Suisse ils ont fait des études récemment pour savoir comment étaient réparties les tâches ménagères au sein des foyers hétéros, et on s'est rendu compte que à peu près 2/3 des tâches ménagères, au moins même 2/3 des tâches ménagères dans la plupart des cas, sont prises en charge par des femmes dans notre actualité de notre époque, alors qu'on est censé avoir dépassé ce schéma. Donc en fait, même quand tu as des femmes qui travaillent aussi dans l'espace public, tu te rends compte qu'elles doivent aussi se taper la majorité du travail ménager. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que forcément, c'est les femmes qui vont avoir plus de temps partiel, mais pas forcément parce qu'elles le veulent, juste parce que elles doivent combiner un double travail. Il y aura souvent l'argument de oui, mais ce sont elles qui tombent enceintes, les congés maternité, l'éducation des enfants. Oui, mais pourquoi on ne considère pas qu'un père a tout autant besoin et devrait être investi dans la grossesse, l'accouchement et l'éducation d'un enfant, et qu'on parte du principe que c'est autant le rôle du père que de la mère que d'être investi à ce point-là? Non, on n'est toujours pas dans ce cas de figure, puisqu'on considère encore que les hommes n'ont pas à prendre de congé paternité comme les femmes qui accouchent, même si je te l'accorde, quand tu n'accouches pas forcément t'as moins besoin de te remettre d'un accouchement que quand t'as accouché, on est bien d'accord, mais ce que je veux dire c'est que dans l'idée, socialement, on part quand même du principe que l'éducation des enfants, le fait de les élever et d'en prendre soin à l'intérieur de la maison, c'est une affaire de femmes. Donc oui, forcément, ça va impacter aussi leur travail à l'extérieur. Ça va aussi impacter même le type de travail dans lequel elles vont exercer une profession, pour avoir des horaires peut-être un peu plus flexibles, pour peut-être avoir un peu plus d'énergie à la fin de la journée, etc. Donc tout ça, c'est des variables qui influencent après la situation économique des femmes. Il faut comprendre que c'est une forme d'exploitation. Si on en revient maintenant au schéma mère au foyer, père à l'extérieur, si le père peut se permettre d'aller travailler, de faire de l'argent, d'exceller socialement, de sortir de sa classe, etc., c'est bien parce qu'il y a quelqu'un qui fait un autre boulot pour lui, à son service aussi. Parce que le travail d'une personne dans un foyer, dans l'espace domestique, ça profite à toutes les personnes qui vivent dans cet espace domestique. Parce que si ce mec qui travaille à l'extérieur, il devait se taper tout le travail que fait sa femme à la maison, peut-être qu'il ne travaillerait pas autant à l'extérieur, peut-être qu'il ne ferait pas autant d'argent à l'extérieur, et peut-être même qu'il n'aurait pas les mêmes opportunités d'avancer et de progresser financièrement s'ils devaient faire tout ce boulot-là gratuit. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, l'exploitation des femmes à travers le travail domestique gratuit, c'est ce qui permet à des mecs de progresser dans leur vie de tous les jours.
parce que ça leur enlève toute une part de responsabilité auquel ils n'ont pas besoin de penser et ils peuvent se concentrer sur leur projet, sur leur carrière, sur leur avenir, pendant que leurs femmes, elles, ne peuvent pas être dans cette dynamique-là puisque elles sont cantonnées à rester dans l'espace domestique et privé. Et que c'est pas là que tu vas faire carrière, c'est pas là que tu vas exceller socialement, c'est pas là que tu vas faire de la thune et c'est pas là que tu vas pouvoir être valorisé, tout simplement. C'est parce que des femmes ont été exploitées que des hommes ont pu progresser socialement et continuer de monopoliser l'espace public et de créer un monde fait par et pour des hommes. Du coup, on peut faire un lien avec le fait que, avec l'esclavage et le colonialisme, on a aussi utilisé des personnes racisées pour permettre aux blancs de progresser. C'est parce qu'on a exploité des personnes racisées, notamment pendant comment on dit, le commerce triangulaire, tout ça, voilà, tu connais normalement. C'est parce qu'on a pu exploiter ces gens-là que les blancs, les occidentaux, ont pu avoir des richesses, ont pu bâtir ce qu'est l'Occident aujourd'hui, ont pu élargir leur idéologie, leur religion, leur marché, etc. Donc il y a un accaparement des dominants sur le travail et l'exploitation des dominés. Et c'est parce que les dominés bossent gratos, se font exploiter, se font réduire, dans le cas de l'esclavage, à des esclaves, que à côté, tu as des blancs qui peuvent s'enrichir sur leur dos et qui peuvent créer des grands noms, des grandes familles, des grandes marques, des grands ci, des grands ça, des grands ça. Alors maintenant, tu vas me dire, mais du coup, ça veut dire qu'il y a des femmes blanches qui ont pu profiter de l'esclavage de personnes racisées, et c'est tout à fait vrai. Parce que non, c'est pas parce que tu es une femme que tu es perdante sur tous les plans. Je vais faire bientôt une vidéo sur le concept d'intersectionnalité, enfin la théorie de l'intersectionnalité qui est hyper intéressante, mais en gros, être une femme, ça implique d'être dans un rapport de domination en ce qui concerne les inégalités de genre. Mais être une femme, ça ne veut pas dire être systématiquement dominée dans les problématiques liées aux inégalités raciales. Parce que, si on prend à nouveau l'époque coloniale et tout ce que tu veux, ok, une femme, ça n'a pas le même rôle qu'un homme dans la société, mais si elle est blanche, elle a peut-être une esclave noire à la maison, elle a peut-être une servante racisée qui va s'occuper de ses enfants, qui va s'occuper de son ménage, etc. Donc en fait, elle délègue le boulot qu'elle est censée faire dans un cadre patriarcal à une personne racisée dans un cadre raciste, tout simplement. Quand je fais le parallèle entre les deux, je ne prétends pas le fait que ces deux discriminations s'exercent de la même manière, ont les mêmes implications, les mêmes enjeux, etc. Mais ça reste des discriminations sociales, et donc elles peuvent être mises en relation sur différents plans sociologiques pour une analyse de qu'est-ce qui se passe en fait en termes de domination ou de soumission sociale. Comme je te l'ai dit, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont écrit sur ce sujet et qui ont plein de perspectives analytiques différentes, donc je te laisserai vraiment regarder par toi-même qu'est-ce qui s'est fait autour du travail domestique. Évidemment que là à nouveau j'ai parlé d'un point de vue très global et très vulgarisé, mais ces dynamiques-là changent en fonction des régions du monde dans lesquelles tu vas analyser tout ça, des contextes sociaux, historiques, économiques, politiques, si on est dans un temps de guerre, si on est dans un temps de paix, etc. Évidemment tout ça c'est à approfondir, on est bien d'accord. Donc je te laisserai vraiment aller regarder dans la description et faire des recherches par toi-même. Mais voilà, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo pour qu'on se rende compte que ça c'est ce qui a permis au monde d'être ce qu'il est aujourd'hui aussi. Et que même si dans la théorie c'est censé ne plus être le cas, dans les faits il y a encore des vestiges de ça et ça a encore un immense impact aujourd'hui. Volontairement dans cette vidéo j'ai pas parlé de charge mentale parce que je compte en faire une autre où je vais me focaliser sur cette notion là. Juste un petit mot pour dire que tu peux me soutenir sur Utip si tu le souhaites, et moi franchement ça m'aide énormément. Peut-être que pour toi c'est complètement insignifiant, mais pour moi ça fait la différence à la fin du mois. Du coup tu peux trouver mon profil Utip dans la description. C'est une plateforme sur laquelle tu peux visionner des publicités de quelques secondes, ça te prend littéralement 1 minute et moi ça me reverse quelques centimes et ça me permet vraiment de continuer à faire mon travail et de pas dépendre des marques et des sponsoring, tout ça, parce que moi j'ai beaucoup de mal avec ces trucs et j'ai pas très envie que ma chaîne devienne un panneau publicitaire géant. Donc voilà, si tu veux m'aider, je t'invite à aller faire un tour sur le Utip et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a appris des choses. Si tu as envie de réagir dans les commentaires, fais-le toujours dans la bienveillance et le respect s'il te plaît, et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort.